Les alarmes sonnent dans le ventre technologiquement avancé de l'église édwigienne. Les Maxwellistes, une branche de la légendaire église du Dieu brisé, enfilent une armure de puissance et rassemblent des armes laser et plasma de leur armurerie. À l'extérieur, une attaque surnaturelle fait rage. Des adeptes sarkistes, s'identifiant comme des adorateurs de Néonalkic, sont sortis d'une série de fourgonnettes noires garées dans le désert de Reno, encerclant le bâtiment. Chacun d'eux était suffisamment armé de thaumaturgie sarkique pour transformer une ville entière en monstres mutants adorateurs de chair, mais ce n'était pas tout ce qu'ils avaient. Un camion à 18 roues était garé parmi les fourgonnettes. Lorsque l'arrière allait été ouvert, une catastrophe impossible de chair en est sortie. Une montagne de viande, de bouches et de tentacules. Une bête imparable faite de 50 fidèles adorateurs du grand Carcisteuillon et de ses enseignements spécialement conçus pour dévaster une base maxwelliste fortement gardée. Maintenant serait le test ultime pour voir si elle pouvait être à la hauteur des attentes. Les gardes postés à l'extérieur de l'église, ne présentant que de légères avancées mécaniques cachées sous leurs vêtements, ont été rapidement submergés. Les troupes de choc sarkiques, vêtues de tuniques de chair ornées de symboles archaïques, s'approchaient en silence, faisant d'étranges gestes et murmurant des incantations. Les gardes ressentaient des sensations acides et brûlantes à l'intérieur de leur corps, comme si leurs organes avaient soudainement développé des vies et des esprits propres, et ressentaient le fardeau bestial des corps plus grands autour d'eux. Des tentacules ont commencé à émerger de leur chair, perçant leurs vêtements. Les gardes ont crié alors qu'ils étaient en pris. Les nouvelles conglomérations de leurs organes éveillés sarkiquement surpassant tout contrôle qu'ils avaient autrefois. Leurs corps se sont transformés en abominations charnelles sous le commandement des hommes qui les ont déformés, et ils se sont glissés dans l'église qu'ils gardaient autrefois. Chaque maxwelliste qui tombait aux mains des sarkiques devenait un autre de leurs sbires. Les mécanites devaient prendre rapidement le contrôle de la situation, sinon ils seraient submergés. À l'intérieur, les maxwellistes se regroupaient. Ils se sont organisés en équipes d'intervention lourdement armées et blindées, des groupes d'environ 6, dispersés pour verrouiller les couloirs. À la tête de chaque équipe se tenait un mécanite de haut rang, un paladin pour le dieu brisé, maniant un canon à énergie à 2 mains attaché à un pack d'énergie porté en bandoulière sur son dos. L'un de ces guerriers de Mécane était Ramirez, qui a mené son équipe à partir de l'une des nombreuses banques de données à l'intérieur de l'église. Les maxwellistes vénèrent ces types de réseaux, ce type de données, comme sacrés, et ils ne peuvent pas tomber entre les mains malades des sarkicistes. S'ils parvenaient à extraire ces informations, cela causerait des dommages incommensurables à la cause des maxwellistes. Ramirez entendit un grincement humide terrible et vit un monstre tourner le coin, une abomination rouge et crue de viande pourrie, un cancer rampant qui avait autrefois été l'un des gardes. Ses nombreux yeux se fixèrent sur Ramirez et son équipe et il se précipita en poussant un cri, tendant ses tentacules et ses appendices osseux. Mais Ramirez resta impassible. Il braqua son canon à énergie et lui fit vivre un enfer, envoyant un rayon purificateur de lumière blanche dans le cœur du monstre, le faisant immédiatement éclater en flammes. Ramirez a ordonné à son équipe de poursuivre leur route pendant que le monstre agonisait près d'eux. Pas de temps à perdre. L'équipe s'est avancée dans le couloir adjacent, armes au poing. Rencontrant plus de bêtes de chair hurlantes, ils les ont réduites en coqs noircis. Julian, l'un des plus jeunes maxwellistes de l'équipe, a dit « Je m'attendais à ce que ces sarkistes soient bien plus coriaces. » Peut-être qu'ils sont juste en papier, il n'a jamais pu finir cette phrase. Un énorme tentacule a jailli d'une porte à proximité et s'est enroulé autour de Julian alors qu'il hurlait d'horreur. Le reste de l'équipe, dont Ramirez, a tiré sur le tentacule sans effet apparent. Alors que Julian suppliait d'être sauvé, le tentacule l'a traîné dans l'obscurité considérée comme perdue. Ramirez n'en pouvait plus. Portant le canon à énergie, il courut après son coéquipier enlevé dans l'obscurité de la porte détruite. Le reste de l'équipe, sans poser de questions, l'a suivi. Ils ne savaient pas qu'un piège les attendait de l'autre côté. Dans leur hâte, certains membres de l'équipe ont marché sur les seaux de sang que les sorciers sarkiques avaient symbopeints sur le sol comme des pièges à ours. Les maxwellistes se sont figés et ont crié alors que leur corps rétrécissait et se transformait en cubes de viande rouge. Ramirez et d'autres ont survécu, mais le danger n'était pas écarté. Des sorciers sarkiques et des monstres de chair étaient positionnés autour de la pièce, arrivant de tous les angles.
L'équipe d'intervention maxwelliste s'est regroupée en formation serrée, dos à dos, et a tiré vers l'extérieur alors que les créatures s'amoncelaient. Le canon à énergie passait au laser monstre après monstre, alors que l'armure renforcée de Ramirez déviait les moindres malédictions de chair des sorciers sarkiques, déclenchant des attaques thaumaturgiques à distance. Mais les coéquipiers restants de chaque côté de lui n'ont pas eu autant de chance. Leurs corps ont commencé à se tordre et à se contorsionner, faisant pousser des membres supplémentaires, presque insectoïdes, à partir de leurs os, avec de longs tentacules préhensils qui sortaient de chaque centimètre de peau exposée. Soudain, Ramirez avait des ennemis mortels de tous côtés, et tout ce qu'il pouvait faire était de courir. Ramirez s'est frayé un chemin à travers la foule d'horreur et a réussi à sortir, espérant pouvoir appeler immédiatement des renforts d'autres contingents maxwellistes dans l'état du Nevada. Mais dehors, ce n'était pas mieux. Ses frères et sœurs en technologie étaient massacrés par leurs envahisseurs sarkiques. Avec horreur, il a vu des fidèles qu'il avait appris à connaître et à aimer se faire tuer ou transformer par ces monstres profanes. Certains étaient attaqués sans relâche par des bêtes de chair de la taille d'un homme et leurs nombreuses appendices cruels. D'autres étaient transformés en ces mêmes chiens d'attaque mutants par des praticiens sarkiques. D'autres encore, comme le pauvre Julian, étaient enveloppés dans les tentacules d'un monstre de chair de 15 mètres de haut, rempli de membres préhensils cauchemardesques, chacun probablement capable de fouetter à travers un bâtiment. Mais si Ramirez devait mourir aujourd'hui, il ne mourrait pas en lâche. Il mourrait en héros. Avec un rugissement juste mêlant peur, vengeance et fureur, il pointa son canon à énergie vers l'énorme abomination et ouvrit le feu. Il libéra un puissant rayon de lumière mortel continu dont il était sûr qu'il épuiserait les cellules de carburant de son arme. Mais il était déjà pratiquement mort, alors cela n'avait plus d'importance maintenant. Il tira jusqu'à ce que l'arme se brise, puis la baissa avec horreur pour voir que la bête de chair n'était pas affectée et les brûlures qu'elle avait subies sur sa chair blasphématoire guérissaient instantanément. L'abomination leva un énorme tentacule, prêt à l'abattre sur Ramirez d'un coup écrasant, comme si la mort du chevalier mécaniste ne serait pour cette immense créature rien de plus que d'écraser une mouche gênante. Ramirez ferma les yeux et pria Mécan alors que le tentacule tombait, mais il ne lui tomba jamais dessus. Ramirez ouvrit les yeux, surpris de pouvoir encore le faire, et leva les yeux. Là, il vit quelque chose d'incroyable, quelque chose d'extraordinaire. C'était Optimus Prime. Oui, le Optimus Prime. Le chef des Autobots, volant avec des propulseurs, tenant le puissant tentacule en l'air. « Cours ! Sortez d'ici !» a dit Optimus dans le ton sonore de son acteur de voix original Peter Cullen. « Tu as bien combattu, mon ami ? Je prends le relais à partir d'ici. » Ayant été un enfant dans les années 80, Ramirez avait cela gravé dans son cerveau pour ne jamais remettre en question les ordres d'Optimus Prime. Alors que les autres Sarkiques restaient figés de stupeur devant ce qui se déroulait, Ramirez a sauté dans le véhicule le plus proche et a filé à travers le désert, soulevant des nuages de poussière derrière lui. Désormais, seul Optimus et les Sarkiques demeuraient. Il a jeté le tentacule, a fait un salto arrière pour atterrir au sol, prenant une posture de combat alors que ses ennemis confus se regroupaient autour de lui. S'il devait aujourd'hui massacrer un personnage principal d'une franchise multimédia adorée pour atteindre leurs sombres objectifs, c'était une bassesse à laquelle ils étaient prêts à se rabaisser. « Écoutez attentivement, humain », a dit Optimus. « Il est contraire à ma nature de vous faire du mal sans raison. Alors je vais vous donner une chance, une seule, d'arrêter de vous battre et de quitter cet endroit. Si vous le faites, je vous laisserai partir et nous n'aurons plus aucun problème. Si vous ne le faites pas, je ne vous montrerai aucune pitié. Réfléchissez bien, cela ne vous sera pas offert 2 fois. » Il y a eu une pause, peut-être que les Sarkiques y réfléchissaient. Optimus l'a dit avec une telle autorité que tout le monde présent savait que si le combat commençait, ce serait jusqu'à la mort. L'abomination a attaqué Optimus avec une précision mortelle en envoyant une barrage de tentacules sur lui. Mais l'Autobot était prêt, il glissa habilement sur le côté, évitant les tentacules au moment crucial avant de déployer un barrage d'armes à énergie dirigé dans la chair répugnante du monstre. Optimus s'élança, ses pas métalliques ébranlant le sol. Les sorciers sarkiques agitaient leurs mains et prononçaient leurs incantations, mais cela ne servait à rien. Optimus Prime ne possédait pas de chair que leur magie noire pouvait manipuler. Les pouvoirs qui les rendaient si dévastateurs contre les maxwellistes humains étaient inutiles contre lui. Optimus a déployé son canon à plasma monté sur l'épaule, tirant des salves de matière semi-liquide surchauffée qui vaporisaient les sorciers sarkiques au contact sans même un cri.
Cela n'apportait aucun plaisir à Optimus d'exécuter ces hommes qui s'étaient écartés du chemin de la droiture, mais c'était le choix qu'ils avaient en fait. Alors que les sorciers réalisaient à quel point le combat était désespéré et commençaient à fuir, les monstres de chair qui avaient autrefois été des Maxwellistes se sont rués sur Optimus, se verrouillant en place avec leurs tentacules et essayant de percer les plaques d'armure en alliage de titane avec leurs appendices perforants. Optimus ne perd pas de temps à saisir les créatures et à les arracher de son corps, écrasant chacune d'entre elles à mort avant de les jeter pour pourrir sous le soleil de Reno. Il ne lui a pas fallu longtemps pour éliminer chacun d'entre eux sans grand risque pour lui-même. L'énorme abomination, ce que la fondation SCP appellerait un Behemoth SK, biotype 00, serait un peu plus difficile à gérer. Optimus s'était lancé sur le monstre, évitant et sautant par-dessus ses tentacules de combat. Il les a escaladés comme un escalier de viande jusqu'à ce qu'il soit parfaitement positionné pour sauter dans les airs, suspendu juste au-dessus du monstre, son ombre occultant le soleil. Là, dans la fraction de seconde où il était suspendu en place, il a activé l'Ion Blaster ultra puissant sur son dos et a sauté, tirant un rayon d'énergie sur le monstre, le cuisant jusqu'au centre, comme la plus grande portion de roast beef du monde. Était-ce simplement un autre crossover de plus en plus lâche de SCP présenté? Non, c'était SCP-5984, une création de l'ingénieur maxwelliste Stanley Budinsky. Cette fascinante anomalie de la culture populaire était le résultat d'une série de compromis bizarres faits par cette branche particulière des mécanistes pour créer un défenseur imparable dans leur guerre sans fin contre les forces du sarcasme. Notre histoire commence dans les jours heureux de 2011, où le troisième film de l'adaptation en live-action de la franchise Transformers par Michael Bay, Transformers Dark of the Moon, devait sortir en salle. Dans le cadre de la vaste campagne marketing du film, Paramount et Hasbro ont créé une statue en métal de 6,5 mètres d'Optimus Prime, une statue qui, peu de temps après la sortie du film, a mystérieusement disparu. À ce moment, la fondation n'avait pas de raison d'intervenir. Pour autant qu'il le savait, un superfan de Transformers avec une tendance criminelle venait d'ajouter une merveilleuse addition à leur salon, mais il n'y avait rien d'anormal. C'est là qu'il se trompait. Un groupe de dévots de l'église du Maxwellisme avait dérobé Optimus Prime et ils s'apprêtaient à lui donner une amélioration. Ils ont ajouté, entre autres, des articulations en acier alliées au tungstène qui permettaient une gamme complète de mouvements, une armure alliée au titane sur diverses parties de son corps, permettant une défense complète qui rend la plupart des armes conventionnelles inefficaces contre lui. Il possède également des armes laser et plasma fonctionnelles, y compris le canon emblématique d'Optimus sur son épaule et un blaster ionique sur son dos. Et, bien sûr, ils ont doté Optimus d'une intelligence artificielle de classe Asimov avec des capacités de parole complètes. Et pas n'importe quelle capacité de parole, une puce vocale conçue pour imiter la voix de l'acteur Peter Cullen qui a joué le personnage d'Optimus Prime depuis 1984. Comme mesure contre les attaques sarkiques sur leurs forces et leurs bases, SCP-5984 a été surprenamment efficace avec un taux de réussite de 98,5%. Malgré la taille et l'ostentation d'une réplique de combat du leader des Autobots, il s'est également avéré être un outil efficace dans des manœuvres défensives chirurgicales précises au nom de l'Église. Tout comme son homologue fictif, cet optimiste montre un respect pour la vie humaine et se limite à des frappes de précision sans l'utilisation d'artillerie lorsqu'il se trouve dans une zone où les pertes humaines pourraient être un risque. Cependant, bien que tout cela soit bien et bon, la Fondation a plus de préoccupations que simplement préserver la vie. Il y a aussi la question du voile à considérer. Et il va probablement, sans dire que voir un véritable Optimus Prime, en chair et en os, donner une raclée à une bête de chair de 15 mètres de haut au milieu d'une zone peuplée pourrait amener beaucoup de civils à revoir leurs idées sur la réalité consensuelle. C'est pourquoi, dans les situations où SCP-5984 risque de briser le voile, la Fondation a créé une procédure connue sous le nom de protocole disjoncteur. Grâce au protocole disjoncteur, activé chaque fois qu'il y a un incident SCP-5984 dans une zone fortement peuplée, la Fondation bloquera toutes les routes menant à et sortant de la zone, puis désactivera l'accès à Internet dans un rayon de 16 km. Après cela, ils déploieront la force d'intervention mobile Omnicron 84, alias puissance au-delà de l'imagination, équipée d'armes capables de pulsars électromagnétiques qui sont capables de désactiver temporairement SCP-5984.
Cependant, si cela ne fonctionne pas, ils auront le plan de contingence ultime, imposant un traitement amnésique de masse à tous ceux se trouvant dans la zone de quarantaine et envoyant un missile à impulsion électromagnétique non nucléaire pour désactiver l'anomalie avant de la ramener à l'armurerie et à la zone de confinement 02. Mais même alors, vous ne pouvez pas garder un bon Autobot à terre longtemps. Et dans les plus de 10 ans depuis que l'anomalie a été activée pour la première fois, elle a eu sa part de escarmouches avec différents actifs de diverses forces néosarchiques à travers les États-Unis. Avec tout ce chaos causé par une seule anomalie, la Fondation était impatiente de rencontrer son créateur, Stanley Budinsky, un ingénieur de haut rang et une personne d'intérêt pour la Fondation dans l'église du maxwellisme. Interrogé par le chercheur de la Fondation, le docteur Denis Witwisa, Budinsky a avoué qu'il était beaucoup plus pratique et efficace en termes de ressources de rétrofiter les capacités de SCP-5984 sur un corps métallique existant plutôt que d'en fabriquer un eux-mêmes. Quant à la raison pour laquelle ils ont choisi Optimus Prime parmi les nombreuses statues métalliques à travers le monde, Budinsky a affirmé que les Maxwellistes appréciaient et se sentaient proches de la franchise Transformers. Selon lui, les mécanites et les sarcasistes n'étaient pas sans rappeler les Autobots et les Décepticons. Un restera debout, l'autre tombera, tous deux enfermés dans un combat éternel. Le docteur Witwisa demanda pourquoi aller jusqu'au bout avec la voix. Cela semblait inutile, non ? Mais Budinsky a simplement ri et dit « Ne lui donneriez-vous pas la chance ?» Allez maintenant voir SCP-001, le dieu brisé, le cycle Ouroboros, et SCP-001, l'église du dieu brisé expliqué, pour en savoir plus.